Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Sens Public, votre rendez-vous quotidien de débats, chroniques et reportages, 90 minutes pour donner du sens à l'actualité et aux crises que nous traversons avec au sommaire de ce 4 septembre, la gauche qui se voit débarquer à Matignon. Les socialistes ont redit à François Bayrou qu'ils ne voteront pas la confiance lundi prochain et ils avancent leur pion, mais avec qui pourrait-il gouverner? Serait-il immédiatement censuré? Emmanuel Macron va-t-il plutôt choisir la dissolution, quitte à permettre à Jordan Bardella de devenir éventuellement Premier ministre? On analyse les différents scénarios dans une minute. Et puis dans la seconde partie de ce Sens Public, le président français qui réunit à Paris la coalition des volontaires. Nous avons aujourd'hui 26 pays qui formellement se sont engagés à déployer comme force de réassurance des troupes en Ukraine ou à être présents sur le sol, en mer ou dans les airs pour apporter cette réassurance au territoire ukrainien et à l'Ukraine le jour d'après le cessez-le-feu ou la paix. L'Europe veut peser sur l'avenir de l'Ukraine. Quel est le rôle d'Emmanuel Macron? Est-il influent ou isolé? Comment tenir le fil de la diplomatie face aux dictateurs et à un allié aussi imprévisible et brutal que Donald Trump? Ne ratez pas l'analyse de nos experts. Ils répondront à ces questions. Ce sera dans 3 quarts d'heure et vous pouvez également les interroger grâce à ce QR code. J'ai besoin de vous. Vous pouvez participer à l'émission, évidemment sur l'influence française dans le monde, mais aussi sur notre premier thème, ce chaos politique inextricable aujourd'hui. C'est donc le PS qui espère avoir les clés de Matignon. Clémentine Louise. Dernier jour d'entretien à Matignon et dernier espoir pour François Bayrou. Sa mission du jour, confiée par Emmanuel Macron, obtenir la confiance du Parti socialiste lundi prochain. Nous sommes venus rappeler que nous proposions un chemin différent de celui qu'il propose. Et il nous a rappelé qu'il est en désaccord avec nous. La question qui est posée à toutes et à tous, c'est comment, à partir du 8, la France peut rebondir et comment est-ce qu'on donne un avenir aux Françaises et aux Français. Raté pour le chef du gouvernement, l'avenir, Olivier Faure le voit en rose. Le premier secrétaire du Parti socialiste a déjà annoncé se tenir à disposition du chef de l'État pour discuter des conditions dans lesquelles le parti pourrait entrer au gouvernement. Je suis prêt à travailler avec toutes les forces politiques qui sont aujourd'hui au Parlement. On n'a pas le choix. En fait, ça veut dire que texte par texte, on verra quelles sont les majorités qui se dégagent, ce qui veut dire à chaque fois essayer de proposer et puis ensuite de voir ce que le Parlement a à répondre aux propositions que nous faisons. Si Olivier Faure se dit prêt à travailler avec toutes les forces parlementaires, un gouvernement de gauche minoritaire passerait-il l'épreuve de la censure si le Rassemblement national et la France insoumise refusent catégoriquement de voir les socialistes à Matignon? Le compromis est peut-être à trouver chez les Républicains. En tout cas, pour les soutiens de Laurent Wauquiez. On ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Une position qui surprend le président du groupe des centristes au Sénat, Hervé Marseille, reçu ce matin à Matignon. Je suis un petit peu étonné de cette prise de position. Je pense quand même qu'il y a un fossé très large entre ce que les Républicains et les socialistes peuvent demander. Reste à savoir si Emmanuel Macron utilisera vraiment le carton rose après le départ presque certain de François Bayrou dans 4 jours. Effectivement, c'est notre question principale. Emmanuel Macron veut-il donner les clés de Matignon au Parti socialiste? Et on en débat avec Gaël Slimane. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes président et cofondateur d'Odoxa. Franck Morel, bonsoir. Bienvenue à vous aussi, secrétaire national d'Horizon, chargé notamment du travail et de l'emploi, ancien conseiller social d'Édouard Philippe à Matignon. Vous êtes expert à l'Institut Montaigne et vous publiez avec Bertrand Martineau Le travail et la solution. C'est aux éditions Hermann. Valérie Gasse, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi. Vous êtes chef du service politique chez nos confrères de RFI. Et Jonathan Boucher-Petersen, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, éditorialiste politique à Libération et éditorialiste dans cette émission Sens Public pour la première fois. Bienvenue à vous. Merci. Et vous allez m'accompagner régulièrement tout au long de cette saison avec des éditoriaux et évidemment votre participation au débat. Bienvenue encore une fois. Et vous pouvez vous aussi réagir, poser vos questions à nos invités. Si vous nous suivez depuis lundi, vous avez l'habitude de ce QR code là qui est présent régulièrement dans l'écran. Gaël, vous venez de sortir un sondage pour le Figaro. Alors les Français votent pas la confiance à François Bayrou. Ça, bon, c'est pas vraiment une surprise. Que préfère-t-il parmi toutes les options qui s'offrent ou qui vont s'offrir à partir de lundi au président de la République ?
Aucune option n'a leur préférence. C'est pas une surprise qu'ils ne votent pas la confiance à François Bayrou. Oui, on avait déjà sondé la semaine dernière, on avait déjà une très large majorité de près des 3/4. Mais ce qui est cocasse et intéressant, c'est que ça se renforce. C'est-à-dire que plus François Bayrou s'exprime pour expliquer ses positions, et plus les Français disent si j'étais député, je ne voudrais pas la confiance. On a un baromètre économique qu'on sortait ce matin. Les mêmes gens interrogés dans les mêmes sondages nous disent si Bayrou saute, ce qui est prévisible, passez-moi l'expression, ce sera une catastrophe économique pour le pays. Ouais. On craint le pire. Et pourtant, ils ne veulent pas de lui. Alors, je vous réponds quand même à votre question. Oui, parce qu'il y a des options, dissolution, démission, voilà. etc., etc. Alors, je pensais que vous me parliez des noms. Ouais. Il y a deux écoles. Si on raisonne au global, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère une dissolution où on refait un tour de manège et un petit peu le jour de la marmotte, on renomme un Premier ministre et puis voilà, ça repart pour quelques mois. Ils nous disent non, on ne voulait pas de la dissolution, on l'a dit et répété à longueur de sondage, on pense que ça ne donne rien, qu'on n'écoute pas notre avis, que notre vote, on n'en tient pas compte. Et pourtant, depuis quelques mois, ils nous disent ça a beau être la pire des solutions, on préfère encore une dissolution, majoritairement, à un nouveau Premier ministre, parce qu'on sait que ça n'aboutira à rien. Et puis, il y a une autre manière de répondre à votre question en lien avec votre sujet, qui est qui, si Emmanuel Macron ne les écoute pas, ne fait pas une dissolution et décide finalement de choisir, parce que c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors sur les noms, les premiers ministres, on y reviendra après, mais il y a quand même ces 64% qui disent démission d'Emmanuel Macron. Alors ça, c'est puissant. Ça, c'est quelque chose de puissant. En quelques mois, ça a progressé d'une dizaine de points. Donc quasiment les 2/3 des Français nous disent la seule solution que l'on imagine, c'est à terme qu'Emmanuel Macron quitte l'Élysée. Sachez qu'Emmanuel Macron est très impopulaire depuis très longtemps, mais que jusque-là, quand on posait la question, jusqu'à un passé récent, doit-il démissionner ? Les interviewés nous disaient non, il est président de la République, on l'a élu pour 5 ans. Là, vraisemblablement, au-delà des gens qui ne l'aiment pas, il y a cette idée que la seule solution pour sortir de ce chaos politique serait la démission. Mais donc, le premier coup de fusil, le premier étage, ce serait peut-être une dissolution, mais on verra si Emmanuel Macron choisit cette option, c'est peu probable. Alors, on va se concentrer sur la stratégie du Parti socialiste et de la gauche en général. Pour commencer ce débat, Franck Morel, clairement, il postule les socialistes pour Matignon. Ont-ils des arguments pour convaincre Emmanuel Macron ? Parce qu'évidemment, ce sera Emmanuel Macron qui décidera. La difficulté, elle n'est pas tellement sur les personnes, elle est plus sur ce que feront ces personnes. On l'a bien vu d'ailleurs dans la séquence qui va bientôt s'achever, donc qui a commencé avec Michel Barnier et puis ensuite avec François Bayrou. Un pacte de non-censure a été négocié à un moment donné avec François Bayrou, avec un certain nombre de thèmes qui étaient sur la table. Je pense que la vraie question, c'est que ferait un Premier ministre issu du Parti socialiste. Est-ce que, par exemple, un Premier ministre issu du Parti socialiste aurait la volonté de faire quelque chose sur la réforme des retraites, qui est une ligne rouge pour le Bloc central et pour LR ? Ou est-ce qu'il serait prêt pour pouvoir engager un certain nombre de mesures, par exemple en termes de taxation des plus hauts patrimoines, à lâcher du lest sur la réforme des retraites et à ne pas toucher à la réforme des retraites. Je pense que les vraies questions, indépendamment de la question des personnes, c'est la question de la feuille de route. Quelle serait la vraie feuille de route ? Parce qu'on voit bien que pour l'instant, on est dans une séquence qui est bien logique d'ailleurs, de posture. C'est-à-dire que chacun pose un peu ses priorités, pose un peu les sujets auxquels il tient. Et du reste, il faut regarder la sortie de Laurent Wauquiez qu'on a évoquée tout à l'heure. Il faut aller au-delà de cette sortie, parce que je ne suis pas certain que si un Premier ministre du Parti socialiste posait comme première mesure potentielle le fait de revenir sur la réforme des retraites, Laurent Wauquiez aurait la position qu'il a exprimée là. Je pense même plutôt le contraire. Parce que c'est vraiment, ça fait partie des points durs. La non-censure dont il parle pourrait ne pas résister à une telle situation. Première question, vous réagissez vite, Anton de Maison-Alfort, et je vais vous la poser, Valérie. Dans la situation actuelle, les socialistes ont-ils vraiment une bonne solution concernant le choix, soit de participer au gouvernement et de se le voir reprocher par une bonne partie de la gauche, soit de ne pas le faire, mais d'être toujours sous la coupe de la France insoumise en cas d'une éventuelle dissolution. Moralité, est-ce qu'il n'y a pas là un piège dans lequel ils sont en train de tomber, les socialistes? Alors, présenté comme ça, il n'y a aucune bonne solution. Mais pas seulement pour le Parti socialiste, pour Emmanuel Macron aussi. On va décliner on peut élargir plus globalement. C'est vrai qu'ils sont dans une stratégie où ils essayent de montrer qu'ils sont à distance de la France insoumise. S'ils faisaient un gouvernement, il n'y aurait pas la France insoumise. Et ils affichent leur volonté d'offrir une alternative. Et ils reviennent sur la problématique de quand même, la dernière fois, la gauche est arrivée en tête et n'a pas pu accéder à Matignon. On a essayé 2 premiers ministres qu'ils qualifient de droite.
droite. Donc maintenant, c'est notre tour d'essayer. En tout cas, c'est ce qu'ils veulent. On parlait de posture. C'est vrai qu'il y a une part de posture, de communication autour de cette idée-là de la part d'Olivier Faure, qui a fait son offre de service, s'est mis à disposition, a dit aux socialistes, quel que soit celui d'entre vous qui est appelé par le président, il dit oui. Très bien. On verra si quelqu'un reçoit le fameux appel d'Emmanuel Macron, ce qui n'est pas à gagner. Et oui... il faut, pour le Parti socialiste, apparaître vraiment comme un parti de gouvernement à gauche, comme le leader de la gauche. Donc forcément, ils se mettent en pole position pour occuper Matignon. Ça paraît logique. C'est vrai que ça fait partie aussi de la différenciation par rapport à LFI. Oui, donc c'est d'une pierre deux coups. Oui, François Ruffin, on va l'écouter, veut bien un Premier ministre de gauche, mais à condition qu'Emmanuel Macron, et on en revient au programme, le laisse gouverner à gauche. Il faut qu'on permette qu'il gouverne à gauche. Ça veut dire que je ne demande pas à Emmanuel Macron un mea culpa, mais enfin d'accepter qu'il y ait un véritable changement de direction et qu'il ne soit pas un point de blocage. Parce que sinon, je veux dire, dans cette situation-là, s'il décide de bloquer, je veux dire, même Che Guevara à Matignon, mais avec le président pour bloquer à l'Élysée, avec pas de majorité à l'Assemblée, je doute qu'on arrive à rééquilibrer entre la taxation, entre le capital et le travail. Gaël, vous avez testé Che Guevara à Matignon ? Presque. Non, vous ne l'avez pas testé, mais c'est pas possible. Presque, ça. On a testé Olivier Faure. Et donc, dans la liste des premiers ministrables possibles, on a testé tous les noms que l'on entend, qui circulent en ce moment. Et si on se concentre sur ceux de gauche. Alors, si on se concentre sur ceux de gauche, c'est pas terrible. Olivier Faure, je chausse mes lunettes pour voir où il se situe. C'est tout en bas. On a 79% des Français qui disent que ça fera un bien mauvais Premier ministre, 16% qui disent que ce serait un bon Premier ministre. À gauche, on a testé aussi François Hollande, ce serait cocasse, l'ex-président qui se retrouverait le Premier ministre Emmanuel Macron. François Hollande, c'est 19% qui disent que ce serait un bon Premier ministre, 76% qui disent que ce ne serait pas un bon Premier ministre. Et on a testé aussi celui qui s'en sort le moins mal, Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve, on est à 24% de bons Premiers ministres et à 70% de mauvais Premiers ministres. Mais vous avez dit l'un et l'autre quelque chose qui est très juste et qui devrait être une évidence, c'est peu importe le nom en réalité, c'est pour faire quoi ? C'est aussi ce que disait d'une certaine manière dans votre extrait François Ruffin. Si c'est pour mener une politique sur un pacte clair qui correspond à une politique de gauche, de centre-gauche, appelez ça comme vous voulez, avec une relative bienveillance du centre et d'Emmanuel Macron, alors ce ne serait pas complètement illégitime du point de vue de leur camp, des gens qui se sentent de cette sensibilité. Mais on a été habitués depuis Mitterrand puis Sarkozy au débauchage politique. Le fait de nommer, alors on ne va pas prendre Che Guevara, mais imaginons une figure de gauche respectée de tous, estimée de tous. À la seconde où cette personne, on a le sentiment qu'il est choisi par Emmanuel Macron pour mener la même politique que celle qu'a menée François Bayrou et Michel Barnier, ça ne marcherait pas et il serait immédiatement impopulaire. Donc on en revient au fondamental, ou aux fondamentaux, pour faire quoi et comment. Et c'est cela qui intéresse directement les Français, plus que les noms en réalité. Oui, mais... J'ajoute que celui qui s'en sort le moins mal, c'est quand même une majorité qui n'en voudrait pas, c'est Jordan Bardella. On aura un chapitre RN, évidemment, dans ce débat. Jonathan. Je pense qu'on inverse un tout petit peu les choses, c'est-à-dire qu'on demande aux socialistes d'être plus clairs que François Bayrou, plus clairs que Michel Barnier, parce que le principal argument de dire il faut tenter les socialistes, c'est d'abord les échecs patents de ceux qui étaient censés avoir un bloc stable et apporter une forme de continuité. Je pense que la balle, elle est dans le camp d'Emmanuel Macron et c'est presque un enjeu psychologique, en fait. Est-ce qu'il est capable de prendre acte du fait que le macronisme a été largement rejeté dans les urnes à chaque fois que la question a été posée aux Français ? Pour l'instant, on a le sentiment, je pense que ce qui crée le sentiment de malaise, c'est le sentiment de contournement des urnes. C'est le sentiment d'essayer de trouver des carabistouilles, des arrangements pour essayer de faire perdurer de façon artificielle quelque chose qui a été rejeté. Ça, c'est délétère sur le plan démocratique et je pense que tout le monde en fait les frais. En revanche, l'enjeu pour Emmanuel Macron, et c'est un mot qui est sûrement tabou dans son esprit, c'est d'assumer le fait qu'on est dans un temps qui justifie une forme de cohabitation. Une cohabitation atypique avec un gouvernement de gauche qui serait minoritaire, mais on ne l'a pas encore dit, un gouvernement de gauche qui s'engage à ne pas utiliser le 49.3, et ça, c'est fondamental comme changement. Ça a été un tout petit peu évoqué du bout des lèvres parce qu'il était interrogé sur le sujet par François Bayrou, mais si on veut donner toute sa place aux faits parlementaires et donner une chance à cette culture du compromis, ça passe par la suppression de ce 49.3. D'accord. Est-ce que vous y croyez à ça, Franck Morel ? Parce qu'il y a effectivement dans les propos d'Olivier Faure la promesse de ne pas utiliser. Et donc,
texte par texte, d'essayer de construire des majorités. Sauf que l'esprit de coalition, on l'a pas beaucoup vu à l'œuvre depuis la dissolution et le résultat des législatives. L'engagement de ne pas utiliser le 49.3 est effectivement un point qui peut être intéressant dans le gage d'ouverture par rapport à des textes. Mais il reste la possibilité de déposer une motion de censure. Ça veut dire qu'en tout état de cause, 49.3 ou pas 49.3, un gouvernement, quel qu'il soit d'ailleurs, dans l'Assemblée actuelle, est obligé de négocier d'une manière ou d'une autre un pacte de non-censure, même hors 49.3. Et donc ça veut dire que même hors 49.3, il y a un certain nombre de questions cruciales qui vont se poser. J'évoquais la réforme des retraites. On pourrait évoquer aussi toute une série de débats. Il y a un contre-budget qui a été proposé par le... Mais vous inversez, c'est-à-dire que vous vous placez dans une situation où le bloc central est en place et en situation de dire on veut bien vous faire une petite place sur la photo, mais qu'est-ce que vous êtes, à quoi êtes-vous prêt à renoncer? C'est l'inverse en fait. Je finis juste ma phrase. Là, le macronisme a eu l'occasion de montrer ce qu'il voulait faire et vous avez été un soutien de cette politique-là et se retrouve dans l'impasse. Donc c'est plutôt à Emmanuel Macron, s'il est le garant des institutions et de la stabilité, de dire j'ai compris quelque chose. Et ce n'est pas le message qui a été envoyé jusqu'à présent. Le message qui a été envoyé jusqu'à présent, c'est ne touchez à rien sur le plan fiscal, ne touchez à rien sur le plan de mes réformes, et en gros on continue comme s'il n'y avait pas eu d'élection. La base de la discussion, ça devrait être le programme de la gauche. Et ça monte chez Ensemble. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'en réalité, quand François Bayrou a été nommé à Matignon, il a négocié un pacte de non-censure avec le Parti socialiste. Le conclave. Le conclave en faisait partie. Le conclave, oui, bon, belle arnaque. Mais en tout cas, le conclave en faisait partie. Au nom de quoi dirait-on que ça n'est pas possible quand c'est la situation inverse? Si un Premier ministre de gauche est nommé, il faudra aussi... Bien sûr. Et alors, pourquoi ce ne serait pas le cas dans cette situation-là? C'est ça que je veux dire. Alors, si on regarde le résultat des dernières élections, j'ai quand même le sentiment qu'il y a plus de gens qui ont voté à gauche que pour François Bayrou. Alors, on a entendu vos arguments à l'un et à l'autre. On va continuer à avancer. On ne sera pas d'accord. Avec une réaction de téléspectateurs. Gérard qui nous écrit de Lille, nommer un Premier ministre socialiste n'est-il pas la meilleure solution pour définitivement enterrer le PS, sachant qu'ils ne pourront pas gouverner n'ayant pas de majorité? Bon, je ne vais pas vous faire réagir à ça. En revanche, je vous propose d'écouter Marine Tondelier, pour la secrétaire générale des écologistes. Pour elle, la base de discussion, ça rejoint un peu ce que vous nous disiez, la base de discussion, ça reste le programme du nouveau Front populaire. Nous sommes prêts, nous l'avons dit et nous allons le montrer. Donc chacun a fait ses propositions. Cet après-midi, le but, c'est avec des représentants des partis politiques, y compris les experts un peu budget-finance, de pouvoir mettre ça en commun et sortir des propositions communes. Ce qui, je le dis tout de suite, ne remplace absolument pas le programme du nouveau Front populaire. Nous avons été élus sur ce programme, nous continuons à le défendre, mais dans un contexte spécifique qui est celui actuel, on a des propositions aussi spécifiques à faire. Valérie Gasse, est-ce que ça a encore du sens d'invoquer le nouveau Front populaire? Absolument pas. Si ce n'est que le nouveau Front populaire a quand même fait arriver la gauche en tête lors des dernières élections législatives. Mais il s'est passé tellement de choses depuis qu'on voit bien que la stratégie du PS, c'est de s'en écarter. Place publique, Raphaël Glucksmann l'a dit lui aussi. Il faut... Le programme, l'un des enjeux pour Emmanuel Macron, quand il avait dû nommer un Premier ministre, c'était ce qu'avait dit Jean-Luc Mélenchon, le programme du Front populaire, tout le programme du Front populaire, rien que le programme du Front populaire, du nouveau Front populaire. Donc ça ne marche pas. En fait, Marine Tondelier essaye de ménager quand même... Elle continue de faire le lien entre le Parti socialiste, d'essayer la France insoumise. Et le Parti socialiste en disant, il y a quand même ce programme qui reste la base, mais on a bien vu que tout a explosé à gauche surtout, et que la donne n'est plus du tout la même aujourd'hui. Il faut partir sur d'autres bases. Alors certes, le Parti socialiste a proposé un contre-budget comme une base de départ. Là, il y a une réunion des partis de gauche, notamment avec Marine Tondelier, pour essayer de faire quelque chose de commun. Il faut qu'il y ait une proposition nouvelle. Même les Français, même si en effet, je suis d'accord avec Jonathan, il y a eu l'idée d'un contournement des urnes, que Emmanuel Macron a essayé de ménager ça en nommant des premiers ministres qui n'étaient pas du tout évidents au vu des résultats. Mais là, on est sur une autre problématique. On a vu, je vous redonne la parole tout à l'heure, Jonathan, mais Gaël, on l'a vu lors des législatives, il y a une demande d'union de la part des électeurs de gauche. Alors, est-ce que cette demande s'est effritée à force de voir les alliés s'envoyer des noms d'oiseaux? Oui, tout s'est effrité depuis un an. Je rejoins ce que vous avez dit l'un et l'autre, mais c'est très important de l'avoir à l'esprit. Ça explique plein de choses aujourd'hui sur le 10 septembre, sur tous ces sujets-là. Il y a un sentiment, je ne juge pas, mais il y a un sentiment de parfait déni démocratique.
il y a cette idée qu'évoquait Jonathan que eh bien, les urnes ont donné un message, alors plein de messages pas clairs sur l'issue, mais un message très clair qui est on veut que ça change, on ne veut plus de la poursuite de la même politique. Et il y a ce sentiment qu'Emmanuel Macron cherche à conserver un pouvoir qu'il aurait perdu par les urnes. Il eût été plus simple, il y a un an, et là, voilà, il eût été beaucoup plus simple de dire la formation, le groupe politique qui est arrivé en tête, c'est le nouveau Front Populaire. Ils ont réussi, au bout d'un petit moment, à me proposer une candidate commune, Lucie Castet. Très bien, je la nomme. Et même, je veux dire, d'un point de vue cynique, stratégique, politicien, c'était génial pour Emmanuel Macron, parce qu'il nommait Lucie Castet, qui probablement aurait subi une motion de censure. Et derrière, il aurait pu dire aux socialistes, bah vous voyez, j'ai essayé, vous étiez arrivé en tête, ça ne marche pas. Effectivement, il aurait dû reconnaître qu'il avait perdu, qu'on entrait en cohabitation, etc. Et du coup, 3 semaines plus tard, il pouvait proposer aux socialistes un gouvernement d'union nationale qui allait du PS à LR, et ça aurait pu marcher. Aujourd'hui, on est très loin de tout ça, pour vous répondre, Thomas. Et à gauche, il y a trop de dissensions, même y compris chez les électeurs, entre les socialistes et les LR. Oui, c'était la question que je vous posais. C'est pour ça que j'ai mis du temps à y répondre, mais franchement, il y a un tel... C'eût été possible il y a un an de faire ça. Aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Et d'ailleurs, alors là, on n'est plus chez les électeurs, on est dans la cuisine des partis. Cette réunion à l'initiative de Marine Tondelier dont on parlait, il y a tout le monde sauf LFI. Donc on est quand même, Jonathan, dans une séquence où le Parti socialiste se détache pour de bon des Insoumis. Mais il y a eu c'est-à-dire qu'on reste bloqué sur l'idée de la NUPES, en fait, où il y avait effectivement cette hégémonie LFI qui imposait ses règles à tous les autres. On a eu un temps 2 qui a été celui du nouveau Front Populaire, qui a été perçu par les socialistes comme un moment de rééquilibrage, en tout cas. Toujours avec cette perception de dire ce qui compte, c'est pas le groupe à l'Assemblée, c'est les parlementaires en général, en intégrant les sénateurs dans le comptage. Après, moi, je serais un tout petit peu moins définitif que Gaël Sliman sur le fait que les électeurs de gauche en ont soupé de l'union. Parce que si on était dans une configuration électorale, il y a toujours un décalage entre la volonté des chefs de parti de faire exister leur boutique, mais quand même l'idée que la gauche ne pèse que quand elle est unie, c'est quelque chose qui risque de se réaffirmer. Et juste d'un mot, quand on regarde la réalité de ce qui s'est passé à l'Assemblée, le nouveau Front Populaire, malgré les déchirements, malgré toutes les questions et les tensions qu'il y a pu y avoir et qui ont été entretenues par certains, 95% des amendements sur les questions budgétaires ont été votés en commun par l'ensemble des députés du nouveau Front Populaire. Donc le problème, c'est qu'on se rapproche des échéances électorales, les municipales où chacun veut y aller de son côté, la présidentielle où Jean-Luc Mélenchon est déjà dans son couloir et où les autres se disent on ne peut quand même pas se ranger derrière lui, il faut qu'on existe. Donc je pense qu'effectivement c'est plus compliqué aujourd'hui d'avoir une dimension unitaire. Il y a moins de ferment d'union parce que ça pèse. Mais encore une fois, tout ça, et juste pour rebondir sur ce que disait Valérie Gast, il n'y a que Jean-Luc Mélenchon en fait qui à 20h03 a dit le programme, rien que le programme. Si on a été un petit peu attentif, même au discours de Lucie Castet dans l'été qui a suivi, il y avait déjà cette idée dont on ira texte par texte pour trouver des compromis. Et ça a offert à Emmanuel Macron aussi la possibilité de dire jamais le nouveau Front Populaire, jamais à Matignon. Bon, il nous reste 2 grands chapitres, une vingtaine de minutes. On va parler des LR et on va parler de l'hypothèse Jordan Bardella. Mais j'ai d'abord une question très précise et je vais vous demander d'y répondre. Franck Morel, Claire de Montbron qui me dit François Bayrou peut-il faire comme Boris Johnson et choisir de ne pas démissionner même après un vote de confiance négatif? Non, il ne peut pas. La Constitution est claire. Quand un Premier ministre subit un vote négatif en cas de demande d'approbation d'une déclaration de politique générale, puisque c'est pas... En termes de termes, c'est pas un vote de confiance. C'est important. D'ailleurs, le Premier ministre a essayé de jouer sur cette corde-là en disant je ne vous demande pas la confiance, je vous demande de partager un constat. C'est un vote d'approbation d'une déclaration de politique générale. Bon, de toute façon, la réponse est la même. Si l'Assemblée majoritairement vote non à cette déclaration de politique générale, il est obligé de démissionner. Alors, mais Emmanuel Macron peut laisser en poste pour les affaires courantes. Il pourra rester pendant les affaires courantes, comme ça a été le cas de certains de ses prédécesseurs. Et 2, dans les hypothèses peu probables certes, mais qui sur le papier peuvent exister, Emmanuel Macron pourrait choisir de le renommer, de faire un reset, si vous me permettez. Je ne pense pas que ça sera le cas, effectivement. C'est vraiment c'est assez peu probable. C'est assez peu probable. Après, je pense que même Emmanuel Macron est lucide que François Bayrou n'est plus un atout. On est bien d'accord. Allez. François Bayrou ne veut pas être renommé non plus. Je pense que s'il a fait... Ou alors il fait bien semblant. Il a choisi cette stratégie, c'est certainement pas pour ça. Allez, on parle des LR du Parti des Républicains comme convenu avec Quentin Calmet. Bienvenue Quentin. Bonsoir. L'un des chroniqueurs, l'un des journalistes de cette brillante rédaction de Public Sénat. Heureux de vous accueillir pour cette nouvelle saison. Et avec un constat déjà.
constate tension entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Voilà, il y a de la friture sur la ligne chez LR à propos de leur stratégie. Les deux dirigeants se sont contredits à plusieurs reprises depuis la semaine dernière. Dernier exemple en date ce matin. Laurent Wauquiez était sur BFM TV. Écoutez ce qu'il dit sur la position du groupe LR à l'Assemblée nationale en cas de nomination d'un Premier ministre socialiste. On a pris un engagement, nous. On ne censure pas. C'est-à-dire qu'on ne censurera pas un gouvernement socialiste, on ne censurerait pas un gouvernement du RN. Pourquoi ? J'essaie d'être cohérent avec ce que je vous dis. Je vous dis que je suis pour la stabilité politique. Nous ne faisons pas partie de ceux qui font tomber des gouvernements dans ce pays. Tout simplement parce que, quel qu'il soit, je pense que l'instabilité, c'est catastrophique pour le pays. Laurent Wauquiez, qui est le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, il peut donc parler au nom de ses 49 députés, mais le chef du parti, c'est bien Bruno Retailleau. Et regardez sa réaction dans l'après-midi. La droite refusera toujours la politique du pire pour la stabilité du pays, mais il n'est pas question de cautionner la pire des politiques. Si LR a accepté d'entrer au gouvernement, c'est justement pour empêcher la gauche d'accéder au pouvoir. Il ne peut pas y avoir de chèque en blanc. Si un gouvernement socialiste devait mener une politique contraire aux intérêts de la France, le devoir de la droite serait de l'en empêcher. Les proches de Laurent Wauquiez qui ont cherché à relativiser ce recadrage en expliquant que le patron des députés LR avait défini sa ligne dès l'été 2024, après la dissolution, lorsqu'il s'était engagé à ne censurer d'office aucun gouvernement, sauf s'il y avait des ministres LFI. Mais évidemment, rappelle-t-on dans le camp Wauquiez, on ne s'interdit rien ensuite en fonction de la politique qui est menée. Et alors, si on remonte un petit peu plus loin en arrière, la semaine dernière, c'est pas si loin, les deux dirigeants s'étaient également opposés sur la question du vote de confiance. Voilà, lorsque François Bayrou a annoncé qu'il aurait recours à ce vote le 8 septembre, Bruno Retailleau a rapidement fait savoir que les LR voteraient la confiance. Dans un communiqué, il explique alors que, je cite, « voter pour la chute du gouvernement, ce serait voter contre les intérêts de la France ». Patatras, 4 jours plus tard, Laurent Wauquiez effectue sa rentrée politique en Haute-Loire et dans son discours avec ses proches, ses militants, il explique que les Républicains, je cite, « ne doivent pas être un parti de godillots » et il demande alors la consultation des adhérents LR. D'ailleurs, depuis, Laurent Wauquiez continue de laisser planer le doute sur le vote de lundi. Il y aurait actuellement toujours un tiers du groupe LR qui serait réticent à voter la confiance. Laurent Wauquiez qui dit attendre que François Bayrou renonce publiquement à la suppression des 2 jours fériés, comme le Premier ministre s'y serait engagé lors de leur rendez-vous à Matignon. C'était mardi. Mais donc, l'âge de guerre ne semble pas avoir été enterré depuis la campagne interne chez LR. Des tensions entre Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez qui vont peut-être aussi pimenter la rentrée des LR qui se tient à Port-Marly dans les Yvelines ce week-end. Les équipes de Public Sénat y seront, on pourra vous raconter. Je vois un peu de gourmandise dans votre ton. On va suivre ça la semaine prochaine. Merci beaucoup, Quentin. Et c'est vrai que si on se met à la place de député LR, Franck Morel, voter la confiance, même si c'est pas exactement le terme, à François Bayrou, ça peut être un boulet à traîner dans une éventuelle campagne législative ? C'est effectivement le calcul qui est fait par un certain nombre de parlementaires LR, d'autant plus, je dirais, que l'enjeu lié au fait de voter ou de ne pas voter, compte tenu du fait qu'en ce moment, ce qui est en train de se dessiner, c'est quelque chose d'assez large, vraisemblablement, est différent. Il en irait différemment si vraiment chaque voix comptait, une à une, et où là, effectivement, il y aurait une pression très très forte sur les parlementaires LR pour voter la confiance. C'est pas le cas. Et effectivement, du coup, il y a une vraie réflexion d'un point de vue électoral, si les députés LR sont amenés à revenir devant leurs électeurs, d'assumer le fait d'avoir accepté un certain nombre de mesures potentiellement repoussoires pour l'opinion publique. Je pense qu'en réalité, il y a 2 choses qu'il faut mettre en balance et qui sont mises en balance. C'est d'un côté, et on le voit bien que c'est une question qui se pose aussi bien chez LR que chez un certain nombre d'autres mouvements politiques, et notamment le Parti socialiste. C'est d'un côté la pureté, la fidélité aux valeurs qui sont celles qui sont professées par les personnes en question, et le fait d'en répondre devant leur camp, devant leurs électeurs, et de l'autre côté, l'esprit de responsabilité, quand l'un s'oppose à l'autre, potentiellement, c'est-à-dire quand l'un est mis en balance avec l'autre, dans le souci d'éviter justement un nouveau épisode de la marmotte. Vous évoquiez le jour de la marmotte, effectivement. Et donc c'est un vrai sujet de débat qui est posé dans un certain nombre, dans les 2 mouvements qui sont un peu charnières dans la période que l'on connaît aujourd'hui, LR d'un côté
et le PS de l'autre. Ouais. Gaël Slimane, la fin du gouvernement Bayrou, c'est aussi la porte du ministère de l'Intérieur qui se referme pour Bruno Retailleau. Alors vous l'avez déjà dit ici, mais à quel point il a mis à profit cette année? Il va quasiment avoir tenu 1 an, place Beauvau. De façon spectaculaire. C'est-à-dire qu'on s'est amusé à faire des courbes qu'on a présentées ici sur l'évolution, sur notre baromètre politique, l'évolution de la cote d'adhésion des deux impétrants que l'on voit là, Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, en regardant que l'un a aujourd'hui quasiment 2 fois plus sur notre baromètre de score, Retailleau, que Laurent Wauquiez. Il fait aujourd'hui partie régulièrement des 3, 4 ou 5 personnalités politiques qui ont alors j'allais dire les meilleurs, soyons honnêtes, les moins mauvais, les moins mauvais scores. Puisque quand on atteint 30% de jugements positifs, c'est déjà pas mal, ou 35%, et donc on est dans cet étiage-là. Mais Laurent Wauquiez est à des années-lumière, y compris auprès des sympathisants LR. Juste, ce qui est cocasse dans leur passe d'armes, c'est que les sympathisants LR sont les 2 tiers, quand on les interroge dans notre sondage, à nous dire « moi, je ne voterai pas la confiance à François Bayrou ». Donc, c'est un petit peu compliqué pour le patron du parti de leur dire il faut y aller. Mais vous avez raison, c'est une logique. Il y a les 2 poids de la balance. C'est la responsabilité, les risques que court le pays d'un côté. Je suis un homme d'État, donc je fais des choix churchilliens. Mais de l'autre côté, il y a des électeurs LR, eux aussi, qui voudraient bien voir tomber François Bayrou. Bon, un mot rapide, Franck Morel, je reviens vers Valérie. Pour abonder dans votre sens et montrer que, même d'un point de vue électoral, par-delà les calculs à courte vue, le fait d'avoir participé au gouvernement, et donc d'avoir eu les mains dans le cambouis, si j'ose dire, a été plutôt payant. Très payant. Et ça, c'est une leçon, justement, à tirer par rapport à ce débat et à cette réflexion sur pureté, réflexe par rapport au camp ou esprit de responsabilité. Vous m'avez un peu piqué ma question, mais c'est pas grave, je la pose quand même. Est-ce que c'est aussi pour ça que le Parti Socialiste a envie d'y aller? Parce que LR, parti de gouvernement, finalement, tire profit de cette année passer les mains dans le cambouis. Qu'Olivier Faure se projette en Bruno Retailleau et se dit que lui aussi, s'il accède... Non mais vous voyez ce que je veux dire, au-delà des personnes, on est un parti de gouvernement, on ne peut pas non plus en rester éloigné trop longtemps. C'est compliqué au départ chez LR, qu'ils ont fait et qui a plutôt porté ses fruits. Pour Bruno Retailleau, c'est une évidence. Le fait d'être ministre de l'Intérieur l'a propulsé sur le devant de la scène, lui a donné une stature qu'il n'avait pas forcément, une notoriété qu'il n'avait pas forcément, et l'a aidé à éliminer du spectre Laurent Wauquiez. C'est vrai que les socialistes, pour moi, veulent de nouveau avoir cette étiquette de parti de gouvernement et montrer qu'ils sont une alternative crédible dès maintenant, qu'ils peuvent être aux manettes, qu'ils ont des propositions, le contre-budget qu'ils ont proposé, qui est critiqué par les adversaires politiques, mais qui a quand même existé, qu'ils ont délivré rapidement, et donc qu'ils peuvent de nouveau exercer le pouvoir. Et puis dans le temps qui est imparti à un gouvernement qui serait nommé aujourd'hui, avec la configuration de toute manière une absence de majorité, finalement, ils pourraient toujours dire que même s'ils échouent, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas qu'ils sont moins bons que les autres, mais parce que la configuration est intenable. Donc je pense que oui, il y aurait un bénéfice. Bon. En tout cas, c'est ce qu'ils analysent. Un mot rapide, parce qu'on va parler du RN et c'est votre édito. Non, c'était pour être un tout petit peu moins cynique sur le regard qu'on porte sur les partis. Je pense qu'il peut aussi y avoir chez des partis politiques les convictions et l'idée de se dire qu'il ne peut pas y avoir de grands soirs et ils ne pourront pas appliquer tout ce qu'ils veulent, mais que vu l'urgence sociale, vu l'urgence dans ce pays, il y a des petits pas, comme on dit au Parti Socialiste, qui peuvent être utiles aux Français qui souffrent le plus. On l'entend aussi. L'union nationale, Franck Morel, c'est... totalement illusoire vu les déclarations des uns et des autres. Malheureusement, la période actuelle nous montre à quel point c'est quelque chose d'utopique. C'est compliqué parce que ce qui est derrière, c'est l'esprit de compromis. On le voit bien à travers tout ce que nous avons dit les uns et les autres. La difficulté, c'est de se situer dans cet esprit de compromis. Et chacun doit balayer devant sa porte de ce point de vue-là. Et on n'est pas rendu, si vous me permettez l'expression. Et c'est pas sûr, Gaël, que s'il y a dissolution, on n'est pas une tripartition... aussi puissante, même si le RN, on va parler du RN dans un instant, va aussi puissante, rien n'est sûr, mais c'est peu probable que la tripartition serait aussi puissante. Qu'on ait un RN en poussée, en progression, c'est une certitude, c'est ce qui se passerait. À quel point, là, c'est une grosse incertitude. Est-ce qu'ils arriveraient à avoir une majorité absolue ou une forte majorité relative comme Macron 2024 qui permettent de faire 2022, qui permettent de faire des choses
on ne sait pas. En tout cas, les seuls dont on peut penser qu'ils gagneraient des points et qu'ils auraient davantage de députés à l'Assemblée s'il y avait une dissolution, c'est les gens du RN. Et donc ça m'offre la transition pour parler effectivement avec vous, Jonathan, du Rassemblement national et de cette petite musique Bardella qu'on entend depuis quelques jours. Oui, une petite musique. Donc les premiers à alimenter cette musique, c'est évidemment Marine Le Pen, Jordan Bardella d'ailleurs qui a changé de look, on le remarque, et certains commentateurs. Donc effectivement, on peut avoir l'impression que le RN est aux portes du pouvoir. C'est une question de semaines et que pour la première fois de son existence, ils vont enfin accéder à Matignon et espèrent-ils à l'Élysée. Mais je trouve qu'il y a une sorte de poker menteur en fait dans cette posture, parce que s'il y a un acquis, et ça on en a parlé, ce qui est certain, c'est que le gouvernement Bayrou va tomber, ce qui est quand même l'hypothèse qui verrait le RN composer l'équipe qui lui succédera, ça c'est loin de couler de source. En fait, ça arrivera peut-être un jour, il ne faut pas l'écarter, mais en l'état actuel du rapport de force à l'Assemblée, ce scénario, il a quand même tout du fantasme, parce que le parti d'extrême droite en l'état a certes le groupe le plus important, mais avec son allié Éric Ciotti, peut compter sur environ 135 députés, ça reste très loin, Gaël Sliman le disait, des 289 députés d'une majorité absolue. Et on voit mal comment le RN, en l'état actuel des choses, pourrait construire une coalition stable au-delà du ralliement de circonstances de quelques LR un peu déboussolés et radicalisés. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'après la dernière séquence législative, on s'en souvient, Jordan Bardella, qui était très allant au début de la campagne, finalement n'a pas eu de majorité absolue et a fini par esquiver la case Matignon. Mais alors, donc, c'était il y a 14 mois. Est-ce que l'équation, fondamentalement, a quand même changé ? Non, l'équation n'a pas changé, même si le temps a passé et qu'il y a les échecs de Bayrou et de Barnier, et qu'aujourd'hui, on se rend compte que le RN met la pression maximale sur Emmanuel Macron pour avoir une dissolution. Parce que c'est ça qui pourrait potentiellement changer la donne. Et le fait qu'Emmanuel Macron ait retrouvé ce pouvoir de dissoudre, on sent que dans la posture du RN à l'égard du pouvoir en place, on a changé de ton. Donc le parti d'extrême droite, il a fait savoir que son siège de campagne était prêt, que ses candidats étaient quasiment déjà désignés. C'est vrai que sur fond d'affaiblissement du Front républicain, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une augmentation significative du nombre de députés. Pour reprendre ce que disait Gaël Sliman, effectivement à 270, 280, ce qu'on appelle une majorité relative raisonnable du côté du RN, il y aurait peut-être une porte qui s'ouvrirait et on peut imaginer que Jordan Bardella... Il revendiquerait quoi. Il revendiquerait parce qu'il se dirait il y a moyen de faire quelque chose. Mais le saut serait énorme et honnêtement c'est loin d'être acquis. D'autant que si on regarde les sondages, on a compris que les Français n'avaient pas envie de grand monde, que Bardella n'était pas le plus mal placé. Mais je crois qu'au mieux, c'est un quart des Français qui souhaitent Jordan Bardella à Matignon. Et pourtant, on a entendu Thierry Breton, ancien ministre, dire qu'il faudrait appeler le RN à Matignon. Et puis, il y a évidemment l'interview de Nicolas Sarkozy au Figaro, des mots qui ont quand même marqué les esprits. Oui, alors Thierry Breton et Nicolas Sarkozy qui disent des choses un tout petit peu différentes. C'est-à-dire que Thierry Breton, il dit qu'il serait légitime de confier dès maintenant le pouvoir au RN, car c'est le parti qui, la dernière fois, a obtenu le plus de députés. Et que les coalitions, objectivement menées par Michel Barnier ou François Bayrou, n'ont pas abouti. Mais il zappe volontairement la case Nouveau Front Populaire, ça c'est son choix, et surtout dans son esprit, c'est une manière de solder l'hypothèque RN. C'est-à-dire, c'est de tendre le piège au RN en disant, vous étiez en tête la première fois, on a tenté d'autres options, venez et prenez le pouvoir, parce qu'il est convaincu que le parti d'extrême droite aurait à en faire les frais. Nicolas Sarkozy, c'est un peu différent. Lui joue une autre partition quand il affirme dans le Figaro qu'une nouvelle dissolution s'impose, ça c'est le préalable, et que si le RN, qu'il continue à considérer être dans le champ républicain, arrivé en tête, il faudrait lui confier les clés du pouvoir. Ça, c'est exactement ce que Jordan Bardella et Marine Le Pen ont envie d'entendre. Mais encore une fois, la nuance, c'est une dissolution, un RN renforcé. Oui, effectivement. Tiens, je reprends ce terme, cette expression arc républicain. Franck Morel, le RN dans l'arc républicain, oui, non ? Je pense que c'est un débat qui est un peu daté aujourd'hui, parce que le RN a le nombre de députés, 120, 130 aujourd'hui, qui s'est inscrit de fait dans le jeu démocratique et républicain. Qui a remporté les 2 dernières élections. Il a remporté un certain nombre d'élections. On peut le combattre, on peut considérer que les solutions qu'il apporte sont de très mauvaises solutions, qu'il divise les Français, etc. Mais c'est un fait, malheureusement. Donc vous dites qu'il y est dans l'arc républicain. De fait. Il reste quand même jouer le jeu des élections, ça ne suffit pas à avoir le brevet de républicanisme. C'est-à-dire que ce sont des démocrates, des gens qui jouent le jeu de l'élection. Je pense que Giorgia Meloni, qui est la première ministre italienne, ça ne nous empêche pas de dire que c'est une post-fasciste. Je ne sais pas comment vous la qualifiez. A priori, quand elle a été élue, on nous a expliqué que c'était une post-fasciste. Donc je pense qu'on peut avoir des valeurs qui questionnent les valeurs républicaines, et la préférence nationale et un certain nombre de piliers du Rassemblement national continuent à poser question. Ça ne veut pas dire qu'on leur reproche de ne pas jouer le jeu démocratique. Alors il y a un élément dans l'équation, Valérie Gaz, je me tourne vers vous, c'est l'argent. Parce que le Rassemblement national a tiré profit des 2 derniers scrutins et a, pardon d'employer un cliché, un trésor de guerre, mais en tout cas, dans le cadre d'une éventuelle législative anticipée, il pourrait vraiment dépenser beaucoup d'argent.
Ça joue quand même. Le RN, à chaque élection, engrange des députés dans l'hémicycle national, engrange des députés à Bruxelles, européens, et engrange forcément de l'argent, puisque tout ça est lié. Oui, le Rassemblement national est maintenant un parti établi, qui peut avoir des stratégies, qui peut dépenser, qui peut mener une campagne. Moi, je suis un peu dubitatif sur le piège dans lequel ils pourraient tomber à partir de maintenant. Je crois qu'ils n'ont rien à perdre, que la dissolution leur apportera, on ne sait pas combien, mais plus de députés, qu'ils pèseront plus, qu'ils montreront que les Français adhèrent de plus en plus à ce qu'ils sont, et que de toute manière, c'est un tremplin pour l'élection d'après, qui est la seule à laquelle ils pensent. Alors Marine Le Pen sera peut-être empêchée, mais néanmoins, ça ne peut... même si Jordan Bardella arrivait peu ou prou proche d'une majorité absolue et se rendait à Matignon, je ne sais pas si le temps permettrait de montrer à quel point ils peuvent échouer. Ils sont arrivés à un moment, et c'est peut-être ce qui explique leur stratégie actuelle, de pousser pour une dissolution, alors que finalement, on pourrait se dire, mais c'est de la folie, Marine Le Pen potentiellement ne peut pas se représenter. Et oui, mais ils ont peut-être beaucoup à gagner. Ils ont peut-être pour une fois fait une analyse stratégique et politique qui tient là. Avant la dernière campagne législative, moi je me souviens avoir fait des plateaux où quand la dissolution a été décidée, on nous expliquait mais c'est un boulevard pour le RN, c'est majorité absolue obligatoire. Ils ont tout à gagner dans cette élection. On se rend compte que Jordan Bardella, aussi bien habillé soit-il, aussi mécanique, enfin une belle mécanique de débat, il a suffi de quelques semaines de campagne pour tout d'un coup on se rende compte que c'était pas si solide, que le programme était quand même pas si efficace. Je suis d'accord que le temps réduit. Mais ils ont rebondi sur ça. Ils ont rebondi, oui. Ils ont rebondi sur ça, ils essayent de le mettre à profit. Et plus on se rapproche de l'élection présidentielle, plus ça leur offre une opportunité. Après, on n'a pas beaucoup vu dans l'histoire de la Ve République quelqu'un passer de Matignon à l'Élysée. Oui, mais surtout en cohabitation. Après, qui irait à Matignon? L'histoire des cohabitations, des trois cohabitations, montre que ça s'est toujours mal terminé pour le Premier ministre. Lionel Jospin, on s'en souvient, par exemple. Balladur, Chirac, première fois. Après, c'est vrai que les trois précédentes cohabitations étaient des cohabitations qui duraient respectivement 2 ans et 5 ans. Là, on serait potentiellement dans une séquence beaucoup plus courte. Il y a moins le temps de faire ses preuves en négatif ou en positif. Il y a moins le temps de se planter. Et je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, et je pense qu'ils l'ont en tête et que c'est pour ça qu'on sentait qu'il avait des semelles de plomb, quand même, Jordan Bardella, la dernière fois, en disant oui, mais alors je vous préviens, si jamais c'est pas une majorité absolue, j'y vais pas. Bon, là, on a, et en plus, il y a l'excuse d'une probable difficulté, parce que ce sera difficile d'arriver à une majorité absolue. Donc, pour dire, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pu, j'ai été empêché par le président. On peut jouer la montre, on peut renforcer, parce que ce qui manque encore au Rassemblement national... Par les institutions aussi, et par les différentes cours de contrôle, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, parce qu'il y a déjà ce discours-là, qui n'est pas seulement au RN, qui est dans beaucoup de partis de droite extrême. On va l'avoir, ce discours. Exactement. Aujourd'hui, vous avez quand même, pour situer les choses du point de vue de l'opinion, vous avez quand même 36% des Français dans le sondage qu'on sort aujourd'hui qui disent ce serait un bon Premier ministre. Jordan Bardella, il arrive largement en tête. Alors, on a une large majorité. Qui sont à 24% quand même. C'est normal que vous vendiez votre salle. Là, on a 36% des Français, quand on en teste 12 quand même. Oui, mais il y a 2 jours. Il y a tous les autres. Et donc 36% disent que ça ferait un bon Premier ministre. Plus de 60% disent que non, donc ne voudraient pas l'avoir. Mais les autres premiers ministrables sont beaucoup plus bas. Sur notre baromètre politique qu'on suit tous les mois ici, ils étaient, lors de la dernière mesure avant l'été, Marine Le Pen et Jordan Bardella, les 2 personnalités politiques recueillant le plus fort niveau de cote d'adhésion. Encore une fois, il y a davantage de gens qui les rejettent que de gens qui les apprécient, mais ils font moins pire, si vous passez l'expression, que les autres politiques. Donc ils ont, pour le moment, une situation politique assez ouverte. Ils auraient pu se planter s'ils avaient accédé à Matignon plus tôt et s'ils n'avaient pas réussi à faire leurs preuves. Aujourd'hui, je comprends qu'ils veuillent jouer. D'autant que les autres premiers ministres qui sont succédés là, eh bien finalement ont échoué. Et sont des hommes politiques capés, respectables, respectés et qui ont échoué. Je pense que ce qu'on ne mesure pas, c'est ce que serait l'équipe gouvernementale d'un Jordan Bardella à Matignon. Et on sait très bien que la faiblesse du RN, ce n'est pas les têtes de gondole, c'est la réalité derrière. Bon, on verra bien si cette situation se profile. Je voulais terminer avec un dernier élément de votre baromètre de l'économie. Je ne vais pas vous laisser le commenter, mais je
trouve que le chiffre est intéressant. Depuis ces dernières semaines, concernant l'avenir de la situation économique en France, beaucoup d'inquiétudes, plutôt moins confiant à 86%, pessimisme économique record, moins 6 points durant l'été. C'est l'un des pires niveaux enregistrés en 20 ans. Merci à tous encore une fois d'avoir participé à ce débat. Franck Morel, je rappelle le titre de votre livre, Le travail et la solution, qui est publié aux éditions Hermann. Valérie, on vous écoute sur RFI et donc votre sondage est à découvrir dans le Figaro. Merci encore et à bientôt.